Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo du chapitre 2 qui parle d'encapsulation type et interface. On va s'intéresser justement dans cette vidéo à la notion de type et d'interface et j'ai mis un dessin de fumée à cet endroit-là parce que souvent dans vos têtes quand on échange sur le sujet c'est assez fumeux et l'objectif de cette vidéo est vraiment d'essayer de bien catégoriser les choses. On va pas rentrer dans des détails qui relèveraient d'un cours de maîtrise ou d'un cours de doc, mais on va essayer de bien faire la part des choses entre c'est quoi un type, c'est quoi une interface, c'est quoi une classe, et comment tout ça, ça interagit les uns avec les autres. Donc, premièrement, la différence entre un type et une classe. Un type, si vous demandez la définition à quelqu'un qui fait des langages, comme Jean, il va vous dire que c'est une annotation qui aide à garder du code cohérent. Et c'est un contrat entre le consommateur et le fournisseur d'un service. Notre pile de cartes, on peut piger une carte dedans. Ok, donc je vais annoter mon code en disant cette variable-là, c'est pas n'importe quelle variable, c'est une pile de cartes. Et puis cette pile de cartes, elle me fournit le service de piger des cartes. Une classe, c'est, comme on l'a vu précédemment, une capsule qui décrit des objets similaires. C'est une fabrique à objets. Et une classe, elle peut être conforme à plusieurs types. C'est classiquement ce qui se passe quand on implémente plusieurs interfaces, par exemple. Donc, ce qui est vraiment important dans l'exemple de code qui est ci-dessous, c'est de bien voir la différence entre types, qui sont en orange, et classes, pardon, qui sont en rouge. Les classes, c'est des éléments concrets. Je vais avoir par exemple une ArrayList qui est définie ici ou une card qui est définie ici. Un type, c'est grosso modo la déclaration de l'annotation qui vient avec ma méthode. GetCard retourne une instance de listCard. Ça renvoie pas une ArrayList, parce qu'une ArrayList c'est un choix concret. Ça renvoie une liste de cartes. Et puis result là, c'est pas une array list. J'ai pas besoin de savoir que c'est une liste tableau. Ça pourrait être une linked list, ça pourrait être autre chose. J'ai juste besoin de savoir que c'est une liste de cartes. Donc on voit que la classe ArrayList, elle est conforme au type liste de cartes. Et donc ma variable result, elle utilise liste de cartes. Elle ne sait plus du tout que c'est une ArrayList. Puis pour certaines classes, c'est exactement pareil entre la classe qu'ils ont utilisée et le type qu'ils ont utilisé. Mais en gros, donc, le type, c'est sur la déclaration. J'ai créé une variable copy de type card, et le new, là, c'est ce qui me permet d'instancier une nouvelle carte. On va regarder comme exemple la distribution des cartes aux joueurs. Pour distribuer le jeu, au début, on commence avec 6 cartes dans Shoten Totem. Donc, je vais avoir besoin de piger non pas une seule carte, mais n. Et puis, dans notre cas, n, ça sera une constante, et puis ça sera 6. Comment je fais pour piger une n cartes dans une pile de cartes? Si on réfléchit en termes de contrat de service, j'ai besoin de savoir s'il reste des cartes. Euh, Par exemple, je pourrais envoyer un message à la pile de cartes, est-ce que tu es vide? Puis elle me répondrait oui ou non. Et je vais pouvoir piger une carte. Donc pour piger une carte, c'est la méthode draw qu'on avait vue juste avant. Ce qui est plutôt bien, c'est que là, j'ai réfléchi d'un point de vue contrat de service, d'un point de vue logique d'affaires. Pour piger plusieurs cartes, je vais devoir savoir s'il en reste, et puis en piger une. Et en faisant ça, et en concevant mon code comme ça, je vais avoir un bel alignement entre ma logique d'affaires, et puis la manière dont c'est implémenté dans le code. Et c'est ce qui revient à dire que du code bien conçu doit refléter notre logique d'affaires. En lisant le code, on doit être capable de retrouver cette logique d'affaires. Donc dans mon cas, j'ai cette méthode isEmpty qui est appelée sur une pile de cartes, et puis j'ai cette méthode draw que je peux récupérer. Ce qui fait que je peux définir une méthode drawCards qui prend en paramètre une pile de cartes et puis combien on veut en piger dedans. Et puis cette méthode, elle va fabriquer une nouvelle liste. Pour i qui va de 0 à le nombre que je veux piger dedans, elle va vérifier si la pile est vide ou pas, et puis on va ajouter le résultat en pigeant les cartes petit à petit derrière. On pourrait se demander pourquoi c'est pas la pile de cartes qui porte la méthode drawCards avec plusieurs, mais ça c'est un autre débat. Donc je vais prendre, voici mes modèles UML, j'ai mon main qui contient le point d'entrée, donc la méthode main, et puis cette méthode draw qui prend en paramètre how many cards, qui va être utilisée pour distribuer. Et puis j'ai cette pile de cartes dans laquelle on va dire, il y a un truc qui est le nombre de cartes que tu distribues, c'est 6. Puis j'ai toujours le constructeur, la méthode de mélange, qui cette fois est publique, mais elle aurait pu être privée, et puis le fait de pouvoir piger, et savoir si la pile est vide ou pas.
On va pouvoir aller maintenant sur la partie dynamique, donc la partie diagramme de séquence à droite de l'écran, pour dire ben, quand j'appelle le main, qu'est-ce qu'il commence par faire? Il commence par créer cette pile de cartes, et puis il y a le mélange qui est fait à cet endroit-là. Et ensuite, on va, pour le premier joueur, piger size carte, donc 6. Et puis pour chacune de ces cartes, ce qu'on fait, c'est qu'on va draw pour récupérer la carte, et puis on va faire pareil pour le joueur numéro 2. Ok. Ce qu'on voit, c'est qu'en termes de responsabilité, là, c'est pas fou. Parce que, bah, comme on avait commencé à le sentir, le fait de donner au main la responsabilité d'aller piger les cartes, c'est vraiment bizarre. Parce que bah, c'est pas vraiment sa responsabilité de faire ça. On pourrait la donner à la pile de cartes. La pile de cartes, elle sait déjà piger une carte, donc on pourrait lui dire, bah, en fait, pige-en plus que une. Euh, Parce que d'un point de vue encapsulation, c'est elle qui connaît son contenu. Donc, ça pourrait être logique de lui donner ça. Mais on peut aussi se demander, bah, en fait là on est en train de faire pas juste que piger des cartes pour Shoten Toten. En fait, on a un vrai concept qui est en train d'apparaître dans notre système, c'est la notion de distribution. Alors comment ça se représente d'un point de vue diagramme de classe? Et ben en fait on a le jeu qui est bah, notre main, et ce jeu en fait il a besoin d'une pile de cartes qui est ben, ce qu'on va manipuler, et on va avoir un distributeur de cartes. Ce distributeur de cartes, ben, en fait, il pourrait distribuer autre chose que des cartes Shoten Toten. On pourrait distribuer des jeux de poker, on pourrait distribuer plein de choses. Donc là, ce qu'on est juste en train de représenter dans notre conception, c'est qu'on a plusieurs niveaux. On a, pour Shoten Toten, on a besoin de piger des cartes dans une pile, mais en fait, à un niveau un petit peu plus abstrait, on a la notion de piger des trucs dans une source. Et cette source, bah, il s'avère que pour Shoten Toten, c'est la pile de cartes. Donc on peut représenter ça avec une interface source, dans laquelle on est capable de dire ben, une source où elle est vide, où elle est où je peux je peux piger des choses dedans. Et puis le drawer, donc le pigeur qui va récupérer les cartes, enfin les trucs dans notre cas, il peut être appelé vide, et auquel cas bah, ça nous renvoie un truc, pour Shoten Toten une carte. Et puis il peut aussi être appelé avec plusieurs, et auquel cas il va nous envoyer bah, la liste des trucs qu'on lui aura demandé. Ok? Quand on fait ça, en fait on se retrouve avec la notion de couplage faible, et ça implique une forte réutilisabilité. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, donc si on revient sur notre diapositive précédente, le couplage faible, il fait qu'on a bien découpé les responsabilités. J'ai d'un côté la responsabilité d'être une pile de cartes, et donc la pile de cartes, elle ne fait pas grand-chose, à part piger les cartes une par une. Et puis, j'ai découpé la notion de distributeur. Et ce distributeur, lui, il porte bien la responsabilité de faire ce qu'il faut. Et donc, je vais pouvoir réutiliser ben, la pile de cartes dans un autre contexte et le distributeur dans un autre contexte. Et pour aller encore plus loin sur cette notion de réutilisation, je suis même allé jusqu'à caractériser leur vraie interface fonctionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire d'être une source de trucs et qu'est-ce que ça veut dire d'être un distributeur de trucs. Et puis ces abstractions-là, je peux m'en resservir pour faire autre chose que distribuer les cartes de Shoten Totem. Donc cette réutilisabilité, elle est vraiment importante, et ce qu'on va voir, c'est que du code bien conçu va nous permettre de mettre ça en avant et d'être le plus réutilisable possible. Quand j'ai représenté donc la notion de distribuer des trucs, j'ai fait deux choix de conception. J'ai utilisé une classe abstraite pour le distributeur et une interface pour la notion de source. Alors, comment on fait pour choisir entre une classe abstraite et une interface? La réponse est ça dépend, hein, comme tout. Mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est classiquement, ce qui nous intéresse, pour le cours de conception en tout cas, c'est vraiment les services qui sont fournis par les entités conformotypes. Donc on veut vraiment s'intéresser à ce que c'est qu'un distributeur et ce que c'est qu'une source de distribution. Une classe abstraite, c'est ben, comme une interface, hein, ça définit un ensemble de messages auxquels l'objet saura répondre, mais ça nous permet aussi d'avoir par exemple des méthodes qui sont déjà implémentées, alors qu'une interface ne peut pas contenir de méthodes implémentées. Donc par exemple, je pourrais écrire dans la classe de distribution, donc la classe drawer, je peux écrire la méthode qui permet de piger n cartes.
Parce qu'en fait, c'est juste piger une carte qui va dépendre. Mais piger n cartes, bah, c'est simplement demander à la source est-ce que tu en as encore, et puis aller faire l'opération de piger une carte dans la source. Donc on a aussi la possibilité dans certains langages de faire des interfaces avec des méthodes par défaut, ce qui va un petit peu flouter les frontières entre classe abstraite et puis interface, donc on va pas trop aller dans cette direction-là pour le moment, mais le truc est vraiment important, c'est de dire la source, ça peut être n'importe quoi, donc je vais juste m'intéresser à caractériser son contrat de service. Son contrat de service, c'est une source, elle est vide ou pas, donc c'est la méthode isEmpty, et puis on peut piger un truc dans la source, et ça, c'est la méthode draw. Donc n'importe quoi qui implémente ces deux méthodes peut être considéré par une source et conforme au type source. Et puis maintenant, distribuer des cartes, distribuer une carte, il faut aller récupérer dans la source, donc c'est une indirection vers la source. Donc ça, je sais l'implémenter, il suffit de demander à ma source, donne-moi une carte. Et puis distribuer n cartes, ben pareil, je sais l'implémenter. Je sais dire, il suffit d'aller dans ma source pour, tant que tu as les cartes en nombre suffisant, donne-moi les cartes. Comment ça se fait en Java et puis en UML aussi, c'est qu'en fait on distingue deux types de relations. On a une relation de généralisation, c'est le extends de Java, et puis on a une relation de réalisation, c'est le implement de Java. Euh, dans les deux cas, c'est du sous-typage, c'est-à-dire que card drawer, donc le distributeur de cartes, c'est un distributeur, et la pile de cartes, c'est une source. Donc ces flèches-là, quand elles ont un diamant, enfin quand elles sont pleines, il faut les lire comme éteint. Une pile de cartes est une source, un distributeur de cartes est un distributeur. On va pour l'instant pas trop rentrer dans les détails de généralisation versus réalisation, et puis c'est ce qu'on va faire dans la diapo suivante. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de jouer sur le fait que on a des méthodes qui sont définies quelque part, et puis on va potentiellement redéfinir les méthodes dans les classes du dessous, et ça c'est ce qui va nous permettre de caractériser du polymorphisme, c'est-à-dire que si je travaille au niveau d'un distributeur, n'importe quoi qui est conforme saura distribuer, si je travaille au niveau d'une source, n'importe quoi qui est conforme en dessous saura être une source. Alors, comment on travaille entre généralisation et réalisation? La généralisation, donc l'héritage, classiquement, le extends de Java, c'est une relation qui est dite taxinomique. Taxinomique, ça veut dire qu'elle cherche à classifier, par exemple, toutes les espèces en biologie. C'est une relation entre un élément général, l'élément du dessus, et un élément spécifique, l'élément du dessous, le sous-type. Donc, un chat est un mammifère, ça veut dire que chat extends mammifère. Chat, mammifère est une généralisation de chat. Une carotte est un légume, pareil. Légume est une généralisation du concept de carotte. La réalisation, c'est différent. On est plutôt, autant la généralisation elle est structurelle, hein. Un chat est un mammifère, c'est physiquement un chat, et le concept de mammifère est abstrait, mais un chat c'est plutôt physique. Autant la réalisation d'interface, c'est plus sur un contrat de service. Par exemple, savoir rugir. Et pour savoir rugir, bah, il y a plusieurs grands félins qui savent faire ça. Et donc la réalisation, c'est plutôt une relation de mise en œuvre. Donc on n'est pas en train de dire, bah, un chat, ça a quatre pattes, et puis ça a une queue, et puis ça miaule. On est en train de dire, c'est quelque chose qui sait miauler. Donc ça rend un service. Pour revenir sur des trucs qui sont moins félins, une collection, ça sait se trier. Une pile de cartes, on sait piger une carte dedans. Et ce qu'on va voir, c'est qu'en pratique, vous utilisez atrocement mal l'héritage. Parce que l'héritage, on vous a introduit ça dans un cours de programmation objet, vous avez eu l'impression qu'il fallait en mettre partout pour que ça soit bien, et grosso modo, c'est très souvent très mal utilisé. Et en fait, là, on est au chapitre 3, mais on va voir qu'on a encore largement de la place pour ne pas utiliser l'héritage, et on va introduire l'héritage que dans le chapitre 4. Notre conception, elle a aussi des problématiques de granularité. Quand j'ai fait ça, ben, j'ai un petit peu chargé mes diagrammes et ils contiennent énormément d'informations et c'est pas vraiment très intéressant de représenter toutes ces informations à ce niveau-là parce qu'en fait j'ai essayé d'avoir trop de détails. J'ai essayé de montrer dans les mêmes diagrammes trop de choses et ça a complètement flouté ce que je voulais montrer et c'est pas très lisible. Donc on va s'intéresser à faire plusieurs modèles différents. Pour faire plusieurs modèles différents, eh bien, on va commencer par exemple, regarder un modèle qui est en train de dire je m'intéresse à comment on va distribuer. Je ne m'intéresse pas à la création, tout ça, c'est pas mon problème. Je veux juste comprendre comment on va distribuer. Donc comment on distribue, ben ça c'est quelque chose que je peux faire de manière abstraite entre le distributeur et la source.
et je vais montrer ici la notion d'uniformité. Donc, je passe toujours par le distributeur pour distribuer, dans un premier temps avec draw et dans un deuxième temps avec draw how many. Donc, c'est toujours le distributeur auquel je m'adresse. Puis le distributeur, qu'est-ce qu'il fait? Il va déléguer. Donc, lui, il prend juste sa source et quand on lui demande de piger une carte, bah, il demande à la source, pige une carte. Et puis quand on lui demande de piger plusieurs cartes, il va utiliser la logique d'affaires qu'on avait vue jusqu'à présent, qui est de dire, pour le nombre de cartes qu'on m'a demandé de piger, est-ce que tu es vide? Si tu n'es pas vide, je pige une carte dedans, et puis je retourne. Et en fait, ce modèle de conception, cette représentation de la dynamique d'échange de messages entre les deux, me montre un premier problème de conception. Je gère pas le cas de la pile vide de la même manière. Si je pige une carte, il faut savoir à l'avance qu'elle n'est pas vide, alors que si j'en pige plusieurs, c'est le distributeur qui prend la responsabilité de vérifier ça. Et c'est étrange, parce que j'étais en train de défendre mon intention, là, c'était de dire, si je passe par le distributeur, la gestion est uniforme, et puis en fait, elle n'est pas du tout uniforme. Et ça, je m'en rends compte par la mise en œuvre de ce modèle, où en fait, on devrait là avoir quelque chose qui gère, quand on pige une carte, le fait qu'il n'y en a plus. Si maintenant on s'intéresse à la distribution des cartes, eh bien là on va regarder typiquement ce qui se passe au niveau du main. Donc on va avoir un diagramme beaucoup plus complexe, mais vous voyez j'ai quand même viré des détails. Parce que le distributeur, il définit draw et draw how many, donc j'ai pas besoin de dire qu'elles existent aussi au niveau du distributeur de cartes, parce que j'ai cette relation de généralisation, fait que toutes les méthodes qui sont définies là, card drawer, il les a aussi. Pareil pour card pile. Je peux factoriser cette information-là en disant, non, la source, elle sait dire is empty et draw, donc c'est pas la peine de représenter ces choses à cet endroit-là. On a toujours quelque chose qui est étrange, c'est que c'est toujours card pile qui a la responsabilité de savoir combien il faut distribuer au démarrage. C'est pas forcément une super idée, et le modèle de conception nous permet de mettre ça en avant. On est en train de se rendre compte, là en regardant, en disant, ce size-là, il serait peut-être mieux dans card drawer. Et ça, c'est la partie statique. Puis pour la partie dynamique, ce que je montre là, c'est comment est faite cette distribution. Je vais avoir ma pile de cartes qui se mélange. Donc là, j'ai masqué toute la création de toutes les cartes qu'on voyait précédemment, parce qu'on était sur un zoom plus précis. Là, c'est pas la peine de le rappeler. Donc je vais juste dire, je crée une pile de cartes et je la mélange. Puis les détails d'implémentation, c'est dans un autre modèle ou dans la lecture du code. Puis je vais créer un distributeur de cartes, et une fois que j'ai créé ce distributeur de cartes, je vais lui dire donne-moi 6 cartes. Et je vois que le distributeur de cartes, je lui ai donné CP en paramètre, donc c'est lui qui il se connaisse. Là encore une fois, j'ai fait un choix de granularité. Je n'ai pas montré dans cet appel à draw sur size que le distributeur allait piger dans la pile de cartes, parce que ça, je l'ai déjà montré dans un des modèles précédents. Donc vous voyez, ce que je cherche à montrer, c'est vraiment comment les objets s'échangent des messages, qui crée quel objet à quel moment, et comment tout ça, ça s'orchestre les uns par rapport aux autres. Pour essayer de faire une conclusion globale à cette vidéo, les questions de conception qu'il faut qu'on se pose quand on est en train de définir nos modèles, c'est est-ce que j'ai besoin de créer vraiment une nouvelle interface? Quelles sont les méthodes, quels sont les messages que les gens qui réalisent cette interface devraient réaliser? Et bien ça, à chaque fois, la réponse est ça dépend. Et c'est votre expertise que vous allez acquérir via plein d'études de cas, et puis les projets, et puis les devoirs qu'on va faire ensemble pendant cette session, qui vont vous permettre de vous donner cette expérience pour être capable de prendre les bonnes décisions. Il faut par contre faire très attention à ne pas rentrer dans les principes de l'over-engineering, donc ne pas faire plein d'interfaces, plein de classes abstraites avec plein de généralisations, plein de réalisations de partout, parce que là en fait vous faites quelque chose qui est tellement complexe qu'il est plus du tout réutilisable. On verra dans une des études de cas, par exemple, comment sont représentés l'envoi de courriel en Java, par exemple, et dans les premières versions, c'était catastrophique, justement parce qu'il y avait beaucoup trop de points de variation qui, en fait, ne variaient jamais. Donc c'était juste de la dette, parce qu'on avait créé plein de concepts qu'il fallait maintenir pour pas grand-chose. Rappelez-vous bien que la conception, c'est une problématique d'essai-erreur. Donc on va essayer des trucs, on va se tromper, on va se rendre compte qu'on s'est trompé, corriger, et puis avancer comme ça en ajoutant de l'expérience au fur et à mesure. Parce que malheureusement en conception, les solutions dogmatiques, donc quelque chose qui dit on commence par telle étape, puis telle étape, puis telle étape, ça marche pas bien. Et c'est très souvent inutilisable en pratique. C'est pour ça qu'on va vraiment reposer sur cette notion d'essai-erreur, caractérisation, pour
euh, être capable de se poser les bonnes questions au bon moment. Voilà qui conclut cette vidéo. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et puis à bientôt pour la suite.